lors de ma réception de mariage, j'ai vu ma belle-mère glisser quelque chose dans mon verre quand personne ne regardait. Elle pensait que j'allais le boire, mais j'ai échangé nos verres. Et quand elle a levé son toast, j'ai souri. C'est à ce moment-là que le véritable drame de mariage a commencé. Le miroir derrière le bar a tout capturé. J'étais en train d'ajuster ma cravate, essayant de calmer mes nerfs avant les toasts, quand j'ai vu son reflet. Ma toute nouvelle belle-mère, Monique Leroy, dans sa robe crème parfaitement coupée, se tenait au bar avec sa flûte à champagne. Rien d'inhabituel, à l'exception du petit flacon de verre qu'elle a sorti de sa pochette. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, une fois, deux fois. Puis ses doigts manucurés ont incliné le flacon au-dessus de mon verre. Celui avec la petite carte dorée où était écrit « Marié » de la main soignée de Sophie. Liquide clair, 3 gouttes, peut-être 4. Disparu en 2 secondes. Elle a glissé le flacon dans sa pochette, a pris son propre verre, et s'est éloignée en souriant, saluant tante Catherine, riant à quelque chose que mon oncle Pierre avait dit, comme si elle ne venait pas de commettre un crime lors de la réception de mariage de sa fille. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre par-dessus le quatuor à cordes. Je connaissais Monique Leroy depuis exactement 2 ans, 3 mois et 16 jours. Sophie et moi nous sommes rencontrés lors d'une conférence de marketing à Paris, dans une de ces salles de bal d'hôtel sans âme où tout le monde fait semblant de se soucier de l'optimisation synergique des marques. Elle présentait des analyses de médias sociaux. J'étais à moitié endormi au dernier rang jusqu'à ce qu'elle fasse une blague sur la culture des influenceurs qui a vraiment fait mouche. Nous avons pris un café après, puis un dîner. Puis j'ai fait 6 heures de route chaque week-end pendant 4 mois juste pour la voir. Sa mère semblait correcte au début, polie, un peu guindée. Elle avait enseigné les lettres classiques au lycée pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. Et elle avait cette énergie de professeur, le genre qui vous fait vous tenir plus droit et vérifier votre grammaire. Son père, Bernard, était chirurgien dentiste. Un homme discret. Il collectionnait les trains miniatures dans sa cave. Des gens normaux, une famille normale, jusqu'à il y a 6 mois, lorsque je l'ai demandé en mariage. Sophie a dit oui immédiatement. Elle a pleuré. Elle a appelé ses parents depuis le parking du restaurant. J'ai entendu la voix de Monique à travers le haut-parleur du téléphone. Froide. Sèche. Eh bien, c'est soudain. Le sourire de Sophie a vacillé. Maman, ça fait presque 2 ans qu'on est ensemble. Je pense juste que tu devrais prendre le temps d'y réfléchir sérieusement. J'y ai réfléchi, ma chérie. Tu le connais à peine. J'ai vu le visage de Sophie changer. Ce regard que les gens ont quand quelqu'un qu'ils aiment dit quelque chose qui les blesse. Je le connais mieux que toi, apparemment. L'appel s'est terminé 30 secondes plus tard. Les mois suivants ont été un désastre au ralenti. Monique nous a contredit sur tout. Le lieu, la date, la liste des invités. Les mariages en juin sont tellement banals, a-t-elle dit lors de notre premier dîner de planification. On aime juin, a répondu Sophie. Et le domaine de la commanderie, c'est si rustique. Nous, on trouve ça charmant. Eh bien, Monique a souri, le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. C'est votre mariage. Mais ce n'était pas seulement des critiques. C'était du sabotage. Elle a accidentellement envoyé les invitations à l'imprimeur avec la mauvaise date. Elle a dit aux demoiselles d'honneur de Sophie que les essayages de robes étaient annulés. Elle a appelé le traiteur et a essayé de changer le menu pour du poisson, même si Sophie est allergique aux crustacés. Chaque fois, elle jouait l'innocente. Oh mon Dieu, j'ai du mal à entendre, avec cette voix de professeur, la voix, je suis déçu par toi. 3 semaines avant le mariage, Sophie et moi étions en train de récupérer sa robe quand elle a reçu un appel. Réfléchis bien à ce que tu fais, a dit Monique. Je pouvais l'entendre à travers le téléphone. Il n'est pas trop tard pour reporter. Maman, on ne reporte rien. Je dis juste que le mariage est difficile et que vous êtes si jeune. J'ai 28 ans. Exactement. Tu as toute la vie devant toi. Pourquoi se précipiter? Sophie a raccroché. Ses mains tremblaient. Elle pense que tu n'es pas assez bien, a-t-elle dit doucement. Je sais. Elle l'a dit la semaine dernière. Elle a dit, il n'est pas de notre milieu. Mes parents sont tous 2 infirmiers. On vivait dans un pavillon de banlieue. J'ai fait ma licence à l'université publique avec une bourse partielle. Les Leroy avaient de l'argent. Pas extrêmement riches,
mais des adhésions à des clubs privés et des vacances en Europe dans une belle propriété dans le Luberon. Elle s'en remettra, ai-je dit. Sophie m'a regardé. Et si ce n'est pas le cas? Elle ne s'en est pas remise. Le matin du mariage, Monique est arrivée tôt sur le lieu. J'étais dans la suite du marié avec mon témoin, Mathias, quand j'ai entendu sa voix dans le couloir. J'ai besoin de parler à la coordinatrice d'événements. Madame, nous sommes juste en train de nous installer. Je suis la mère de la mariée. C'est important. J'ai entrouvert la porte. Monique était là, en peignoir et bigoudi, serrant un classeur. Le plan de table est faux, a-t-elle dit. Ma sœur doit être à la table 4, pas à la table 7. La coordinatrice, une femme fatiguée nommée Cécile, qui installait tout depuis 5 heures du matin, a feuilleté son presse-papier. Nous avons finalisé le plan il y a 2 semaines selon la demande de votre fille. Je me fiche de ce que ma fille a dit. Je vous dis ce qui doit se passer. Mathias a sifflé doucement. Mon pote, ta belle-mère est intense. Elle a essayé de faire annuler le mariage par Sophie, ai-je dit. Sérieusement? Sérieusement? Pourquoi? J'ai haussé les épaules. Je ne suis pas assez bien. Apparemment, tu es consultant senior dans une grande boîte du CAC 40. Oui, mais mon père n'est pas chirurgien dentiste. Mathias a ri, puis s'est arrêté. Attends, tu penses qu'elle essaierait vraiment de gâcher le mariage? Je pense qu'elle adorerait gâcher le mariage. Il m'a regardé. Tu es peut-être parano. Mais 3 heures plus tard, j'étais debout au bar, regardant Monique Leroy empoisonner mon champagne. Je n'ai pas bougé pendant peut-être 10 secondes, je suis resté là, le cœur battant, essayant de comprendre ce que j'avais vu. Elle m'a drogué. Ma belle-mère, une professeure de lettres classiques, bon sang, vient de droguer ma boisson à mon propre mariage. Le barman remplissait le verre de vin de quelqu'un. La salle de réception était le chaos. 200 personnes, quatuor à cordes, arrangements floraux qui coûtaient plus cher que ma première voiture. Personne ne regardait le bar à part moi. J'ai marché lentement, l'air décontracté, comme si j'allais juste prendre mon verre. Le verre de Monique était posé à 60 cm du mien. Même champagne, même flûte à bord doré, mais le sien avait sa carte de nom. Monique Leroy, mère de la mariée. J'ai regardé autour de moi, personne ne regardait. Je les ai échangés. Son verre là où le mien avait été. Le mien là où le sien avait été. Puis j'ai pris ce qui était maintenant mon verre, son verre propre, et je suis retourné à la table d'honneur. Sophie riait avec ses demoiselles d'honneur. Elle avait l'air si heureuse, magnifique. Sa robe était cette merveille de dentelle vintage qui lui donnait l'air d'être sortie d'une photo des années 20. Elle n'avait aucune idée que sa mère venait d'essayer de me droguer. Je me suis assis, me forçant à respirer normalement. Mathias s'est penché. Ça va? Très bien. Tu as l'air d'être sur le point de vomir. Le stress du mariage. Il a ri. C'est ta réception. Le plus dur est passé. J'ai regardé Monique glisser vers la table d'honneur. Elle souriait, discutait avec ma mère des arrangements floraux, jouant le rôle de la belle-mère parfaite. Elle s'est assise juste en face de mon verre, le verre empoisonné. Les toasts ont commencé 5 minutes plus tard. Mathias a commencé. Un discours amusant sur notre rencontre à l'université, sur la fois où j'avais essayé de cuisiner pour un rendez-vous et déclencher l'alarme incendie. Tout le monde a ri. Sophie m'a serré la main. Puis Monique s'est levée. Elle a saisi son verre, mon verre, et a souri à la foule. Je veux accueillir mon nouveau gendre dans notre famille, a-t-elle dit chaleureusement. Sa voix avait cette cadence de professeur maîtrisé, claire et autoritaire. Nous sommes si chanceux de l'avoir. J'ai senti Sophie se détendre à côté de moi, mais je regardais la main de Monique, regardant ses doigts enroulés autour du pied de ce verre. Le mariage est un partenariat, a continué Monique. Cela demande du travail, de l'engagement, de la confiance. Elle m'a regardé droit dans les yeux sur ce dernier mot. Aux jeunes mariés, elle a levé le verre. Tout le monde a levé le sien. J'ai levé le mien, son verre propre, et je l'ai regardé. Elle a pris une longue gorgée. J'ai fait semblant de siroter. Puis elle s'est assise, souriant toujours, et a posé le verre sur la table. Rien ne s'est passé au début. 2 minutes se sont écoulées, puis 3.
Monique parlait à mon père de sa partie de golf, riant à quelque chose qu'il avait dit. Son visage semblait normal. Bien. Puis je l'ai vu. Un clignement. Juste une seconde, ses yeux ont perdu leur focus. Elle a cligné des yeux, a touché son front. Ça va, maman, a demandé Sophie. Très bien, ma chérie. Monique a souri, juste, émue, mais sa main tremblait. Une autre minute est passée. Elle a essayé de prendre son verre d'eau, l'a manqué, l'a renversé. Maman, ça va. Monique s'est levée. Ses jambes ont fléchi. Bernard l'a rattrapée. Monique, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne. Ces mots étaient marmonnés. Je ne me sens. Elle s'est effondrée sur sa chaise, le visage pâle, les yeux flous. La salle de réception est devenue silencieuse. Quelqu'un appelle le SAMU, a crié Bernard. Le chaos a éclaté, les invités se pressant autour, Sophie pleurant, Mathias sortant son téléphone. Je me suis levé lentement et j'ai marché jusqu'au bar. Le barman paniquait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je jure que tout ce que j'ai servi, c'était du champagne. Elle a eu plus que du champagne, ai-je dit doucement. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo des deux verres, de leur emplacement, des cartes de nom. Puis je suis retourné vers le sac de Monique, posé sur sa chaise, et je l'ai ouvert. Sophie était agenouillée à côté de sa mère. Maman, tu m'entends? Les yeux de Monique roulaient. J'ai trouvé le flacon dans la poche latérale de la pochette. Petit verre, il restait peut-être une goutte de liquide au fond. Je l'ai glissé dans ma poche. Les urgentistes sont arrivés en 4 minutes. Un temps de réponse niveau intervention policière. Le domaine de la commanderie n'était qu'à 3 km de l'hôpital. Ils ont chargé Monique sur une civière tandis que Bernard lui tenait la main. Elle était à peine consciente, marmonnant de manière incohérente. Qu'est-ce qu'elle a ingéré? A demandé un des urgentistes. J'ai sorti le flacon. Quoi que ce soit, je crois qu'elle l'a mis dans mon verre, puis l'a bu accidentellement elle-même. Les yeux de l'urgentiste se sont écarquillés. Vous pensez? Je l'ai vu faire, puis j'ai échangé nos verres. Sophie s'est retournée. Quoi? Ta mère a essayé de me droguer? C'est insensé. Je l'ai vue au bar. Elle a sorti ça de son sac et l'a versé dans mon champagne. Pourquoi ferait-elle ça? Parce qu'elle ne voulait pas que tu m'épouses. L'urgentiste examinait le flacon. C'est une benzodiazépine. Du midazolam, peut-être. Un sédatif puissant. Cette quantité pourrait causer une dépression respiratoire. Une dépression respiratoire. Mes mains tremblaient. Elle avait essayé de m'empêcher de respirer. La police est arrivée 8 minutes plus tard. L'officier de police judiciaire Antoine Cardona, matricule 447, a pris ma déposition pendant que Bernard était parti avec Monique dans l'ambulance. Racontez-moi exactement ce que vous avez vu, a-t-il dit. Je lui ai raconté. Le miroir, le flacon, l'échange. Et vous avez toujours le flacon? Je le lui ai remis dans une serviette. Je ne l'ai pas touché directement. Je me suis dit que vous voudriez peut-être les empreintes. Il m'a regardé. Vraiment regardé. Vous travaillez dans la police scientifique? L'analyse de données d'entreprise, mais je regarde beaucoup de séries policières. Il a presque souri, puis a mis le flacon dans un sac scellé. Quelqu'un d'autre a-t-il été témoin de cela? Le barman peut confirmer. J'ai échangé les verres et il pourrait y avoir des images de sécurité. Le lieu a des caméras au bar. Nous allons vérifier. Il a refermé son carnet. J'ai besoin que vous veniez au poste demain pour une déclaration formelle. Suis-je en état d'arrestation? Non. Mais si votre belle-mère meurt, cela devient une enquête pour homicide. Mon estomac s'est noué. Sophie m'a agrippé le bras. Elle ne va pas mourir. Madame, nous ne savons pas ce qu'elle a ingéré pour l'instant. L'hôpital fera un dépistage toxicologique. Il m'a regardé. Ne quittez pas la ville. Puis il est parti. La réception était terminée. 200 invités sont sortis dans un silence stupéfait. Le quatuor à cordes a remballé ses instruments. Les traiteurs ont débarrassé un gâteau intact. Sophie et moi étions assis seuls à la table d'honneur. Elle a essayé de te tuer, a dit Sophie.
De me sédater? Peut-être. Je ne pense pas qu'elle voulait ma mort. Quel était son plan? Que tu t'évanouisses à notre mariage devant tout le monde? Peut-être qu'elle pensait que j'aurais l'air ivre. Me faire honte. Te faire honte. Te donner une raison de partir. Les mains de Sophie tremblaient. Je n'arrive pas à y croire. Elle s'est arrêtée. En fait, j'y arrive. Elle m'a dit la semaine dernière que t'épouser était la plus grosse erreur de ma vie. Tu ne m'as pas dit ça. Parce que je pensais qu'elle s'en remettrait. Les larmes coulaient sur son visage. Je pensais qu'après le mariage, elle verrait à quel point nous sommes heureux et qu'elle accepterait. Elle a essayé de me droguer à la place. Je sais. Nous sommes restés assis en silence. Mathias est venu. Les flics vérifient les images de sécurité en ce moment. Cécile, la coordinatrice, a dit qu'il y avait une caméra pointée droit sur le bar. Bien. Aussi, l'hôpital a appelé. Monique est stable. Ils lui ont fait un lavage d'estomac. Elle va s'en sortir. J'ai ressenti une vague de soulagement inattendu. Je ne voulais pas qu'elle meure. Je voulais juste qu'elle nous laisse tranquilles. Nous sommes allés à l'hôpital quand même. Bernard était dans la salle d'attente. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans dans la dernière heure. Elle est réveillée, a-t-il dit, elle demande Sophie. Nous l'avons suivie jusqu'à la chambre de Monique. Elle était calée dans son lit, pâle et tremblante, avec une intraveineuse dans le bras. Quand elle m'a vu, son visage s'est durci. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?»« Maman, il t'a sauvé la vie, » a dit Sophie. « Sauvé ma. » Monique a ri. Cela sonnait amer. « Il m'a empoisonné. »« Vous vous êtes empoisonné vous-même, » ai-je dit calmement. « Vous avez mis quelque chose dans mon verre. J'ai échangé nos verres. C'est absurde. Nous avons les images de sécurité. » Son visage est devenu blanc. La police les examine en ce moment même. J'ai continué. Vous êtes filmé au bar avec le flacon. Bernard s'est avancé. Monique, dis-moi que ce n'est pas vrai. Elle n'a pas répondu. Bernard, j'essayais d'aider Sophie, a-t-elle finalement dit. Sa voix était calme. Voix de professeur. Déçu. Elle faisait une erreur en l'épousant. Je n'allais pas lui faire de mal. Juste le rendre malade. L'embarrasser. Montrer à Sophie qui il était vraiment. Qui je suis vraiment? J'ai senti la colère monter. Vous ne me connaissez même pas. Je connais votre genre. Mon genre? Des ambitieux, des profiteurs. Vous avez vu la famille de Sophie, notre argent. Et je gagne 85 000 € par an, ai-je dit. J'ai payé la moitié de ce mariage moi-même. Je n'ai pas besoin de votre argent. Alors pourquoi? Parce que j'aime votre fille. Monique a ri. L'amour? Vous avez 28, 30 ans. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est le mariage. Que se passe-t-il quand la romance s'estompe et qu'il ne reste que le travail? Alors vous avez essayé de m'empoisonner? J'ai essayé de sauver ma fille d'une erreur. Sophie pleurait. Ce n'est pas à toi de décider. Je décide qui j'épouse. J'ai décidé de lui. Ma chérie, ne. La voix de Sophie s'est brisée. Ne m'appelle pas comme ça. Pas après ça. L'officier Cardona est apparu dans l'embrasure de la porte. Madame le roi. Monique l'a regardé. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'agression avec une substance contrôlée. Les images de sécurité étaient claires comme le jour. Je les ai regardées au poste de police le lendemain matin. Mon jour de mariage +1. Mathias est venu avec moi pour un soutien moral. Il y avait Monique au bar. 14h47 horodatage dans le coin. Elle a regardé autour d'elle 2 fois. Puis elle a sorti le flacon de sa pochette. 3 gouttes dans mon verre. Le barman ne regardait pas. Personne d'autre non plus. Elle a glissé le flacon, pris son verre, et s'est éloignée. 2 minutes plus tard, j'apparaissais dans le cadre, échangeais les verres, et m'éloignais. Affaire classée, a dit l'officier Cardona. Le procureur déposera les charges cet après-midi. Quelles sont les charges? Tentative d'agression avec intention de causer des lésions corporelles. Possession d'une substance contrôlée avec intention de distribution.
Cela pourrait faire 5 à 7 ans. 5 à 7 ans. Ma belle-mère allait en prison. La nouvelle a inondé les réseaux sociaux en quelques heures. Belle-mère arrêtée pour avoir empoisonné le marié à la réception de mariage. Mon téléphone a explosé. Texto, appel, email de journaliste. Sophie et moi avons tout ignoré. Nous sommes partis en lune de miel quand même. 2 semaines en Écosse que nous avions planifiées pendant des mois. Cela semblait surréaliste. Randonner dans les Highlands, visiter des châteaux, essayer de faire comme si les dernières 48 heures n'avaient pas existé. Tu penses qu'elle va vraiment aller en prison? A demandé Sophie. Un soir, nous étions dans un pub à Édimbourg. La pluie tambourinait sur les fenêtres, le whisky me réchauffait la poitrine. Je ne sais pas, une partie de moi espère qu'elle n'ira pas, oui, c'est ma mère. La voix de Sophie s'est brisée. Même après tout ça, c'est toujours ma mère. J'ai pris sa main. Je sais. Mais une autre partie de moi. Elle s'est arrêtée. Une autre partie de moi espère qu'ils l'enfermeront pour toujours. Monique a accepté un accord de plaidoyer 3 mois plus tard. Son avocat a plaidé la capacité diminuée, affirmant qu'elle prenait des antidépresseurs qui avaient affecté son jugement. Le procureur n'y a pas cru. La juge l'a condamnée à 2 ans de prison à la maison d'arrêt départementale. Éligible à la libération conditionnelle après 18 mois. Sophie n'a pas assisté à la sentence. Bernard non plus. Il a demandé le divorce 2 semaines après l'arrestation. 32 ans de mariage. Disparu. J'y suis allé, moi. Je me suis assis au fond de la salle d'audience avec Mathias. Monique paraissait plus petite, d'une certaine manière. Plus vieille. Ses cheveux étaient gris. Elle avait cessé de les teindre. Pas de maquillage. Une tenue de prison à la place de robe de créateur. Quand la juge lui a demandé si elle avait quelque chose à dire, elle s'est levée. Je voulais juste ce qui était le mieux pour ma fille. La juge, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris acier, s'est penchée en avant. Madame Leroy, je siège sur ce banc depuis 23 ans. J'ai vu beaucoup de parents prétendre qu'ils protégeaient leurs enfants alors qu'ils étaient en fait en train de les détruire. Elle a fait une pause. Ce que vous avez fait n'était pas de la protection. C'était du contrôle, et c'était criminel. Je sais. Est-ce que vous savez? Parce que votre fille est ici aujourd'hui. Elle a soumis une déclaration de victime. Voulez-vous savoir ce qu'elle dit? Monique n'a pas répondu. La juge l'a lu quand même. Ma mère m'a appris la grammaire et la littérature et comment écrire des lettres de remerciement. Elle m'a appris à travailler dur et à valoriser l'éducation. Mais elle m'a aussi appris que l'amour est conditionnel, que son approbation compte plus que mon bonheur, que je ne suis pas capable de faire mes propres choix. Je ne suis pas là aujourd'hui parce que c'est trop douloureux. Je ne suis pas là parce que je construis une vie avec quelqu'un qui me fait réellement confiance pour connaître mon propre esprit. J'espère qu'elle se fera aider, mais je ne lui pardonne pas, la salle d'audience était silencieuse. Monique pleurait. La juge l'a condamnée à 24 mois. Alors qu'il l'emmenait menottée, elle a regardé en arrière une fois, pas vers moi, mais vers le siège vide où Sophie aurait dû être. Sophie et moi avons reçu la vidéo du tribunal. Nous l'avons regardée une fois ensemble dans notre appartement, celui où nous venions d'emménager, à 20 minutes de son ancien quartier, à 400 mètres de sa mère. Quand la vidéo s'est terminée, Sophie a fermé son ordinateur portable. « Tu regrettes ?» a-t-elle demandé. « D'avoir échangé les verres ?» Non. Même en sachant qu'elle irait en prison, elle a fait ce choix. Pas moi. Mais si tu avais juste. Je ne sais pas, renversé le verre, l'avait confrontée. Elle m'aurait quand même drogué. Le crime aurait quand même eu lieu. Sophie est restée silencieuse pendant un long moment. Elle me manque, a-t-elle finalement dit. Je sais. Est-ce que c'est fou? Elle a essayé de te faire du mal et elle me manque quand même. C'est ta mère. Ce n'est pas fou. Je ne pense pas que je lui pardonnerai un jour. Tu n'y es pas obligé. Elle s'est appuyée contre moi. Merci. De quoi? De ne pas m'avoir forcé à choisir. Je ne te forcerai jamais à choisir. Elle le faisait tous les jours, et toi, tu ne l'as jamais fait. Nous sommes restés assis dans l'obscurité. Dehors, des voitures passaient. Des sirènes au loin. Les sons normaux de la ville.
À l'intérieur, nous construisions quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'avait pas besoin de poison pour survivre. 18 mois plus tard, Monique a été libérée sur parole. Sophie a reçu une lettre. L'écriture de sa mère. 3 pages. Elle l'a lue une fois, puis l'a mise dans un tiroir. Qu'est-ce qu'elle disait, ai-je demandé. Qu'elle est désolée, qu'elle est en thérapie, qu'elle veut qu'on se voie pour un café. Vas-tu y aller? Je ne sais pas, Sophie m'a regardé. Est-ce que ça t'irait si je le faisais? Ce n'est pas ce qui me convient. Si, ça l'est. Non, ai-je dit, c'est ce dont tu as besoin. Si tu veux la voir, voilà. Si tu ne veux pas, ne le fais pas, juste comme ça. Juste comme ça. Elle a souri. Petit, triste. Elle avait raison sur une chose, a dit Sophie. Quoi donc? Le mariage, c'est du travail. Oui, mais c'est le bon genre de travail. Celui qui construit quelque chose au lieu de le démolir. J'ai embrassé son front. Si ça peut t'aider, je t'épouserai à nouveau. Même en sachant ce qui se passe à la réception. Surtout en sachant. C'est le meilleur toast de mariage que j'ai jamais vu. Elle a ri. Vraiment ri. Tu es terrible. Tu m'as épousé quand même. C'est vrai. Elle a pris la lettre, l'a tenue un instant, puis l'a remise dans le tiroir. Je ne suis pas encore prête. Peut-être un jour, mais pas encore. D'accord. Est-ce que ça va vraiment, Antoine? C'est toi qui décides. C'est tout l'intérêt. Elle m'a embrassé longuement et doucement. Dehors, le soleil se couchait. Lumière dorée à travers les fenêtres. Nous avions survécu à la pire chose que nous pouvions imaginer, et nous étions toujours là, toujours en train de construire, toujours en train de nous choisir mutuellement. La lettre est restée dans le tiroir pendant une autre année. Au moment où Sophie était prête à la relire, nous avions une fille et Monique avait aussi un choix à faire. Être la grand-mère dont nous avions besoin ou rester absente. Mais ça, c'est une autre histoire. Celle-ci se termine au mariage avec les verres échangés, avec la justice rendue, avec Sophie me serrant la main dans la salle d'audience et murmurant, elle aurait vraiment dû vérifier quel verre était le bon. Et moi souriant parce que parfois la meilleure des revanches n'est pas compliquée. Parfois, c'est juste laisser quelqu'un boire son propre poison.